Bon, ben, bonjour à tous, hein. L'objectif aujourd'hui, c'est de présenter un outil de simulation qui va être, vous allez voir, qui est très simple à utiliser. J'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, et finalement, il est très pratique parce que je connaissais Tinkercad pour faire du dessin 3D, mais je ne l'avais pas découvert pour faire de la simulation avec Arduino. Alors aujourd'hui, ce que l'on va voir, je vais d'abord vous présenter mon support d'études pour voir par rapport à quoi je vais étudier ce site, enfin cet outil. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai besoin de cet outil. Ensuite, on va voir comment on s'identifie sur le site comme enseignant. Alors, important parce qu'il y a l'identification enseignant et on a aussi l'identification élève. On va le voir dans le courant de la présentation. Ensuite, une fois qu'on sera connecté, on verra comment on crée un circuit. Et vous allez voir que c'est très élémentaire, hein. Comment on simule le circuit une fois qu'il est fait. Comment on crée une classe et les pseudos. Ensuite, comment on va suivre les travaux d'élèves, parce que l'objectif, c'est de voir ce qu'ont fait aussi les élèves à travers ce site et ce document. Et à partir de là, après, on verra comment on va s'identifier comme élève. Je vous prendrai un exemple, je vous montrerai. Et puis, qu'est-ce qu'on voit quand on est élève, quand on crée le document. Voilà, donc ça, c'est un petit peu notre sommaire de la présentation. Alors, le support d'études. Le support d'études, c'est une maquette de lampadaire intelligent. Donc, ça vient à la suite d'un travail que j'ai fait sur les smart cities, sur les villes intelligentes. Et sur ma maquette, où je vais simuler des lampadaires qui s'allument avec une présence humaine, et bien, la première étude, on va le faire sur un capteur de luminosité. On va revoir des notions que l'on a déjà vues en cinquième. Donc, sur cette maquette, j'ai une carte Arduino et un capteur de luminosité. Et à travers Tinkercad, on va faire le circuit de câblage. En ce moment, c'est pratique parce qu'ils peuvent le faire comme ça chez eux à la maison et ils peuvent tester différents types de capteurs et voir un petit peu ce qu'on obtient comme résultat. Alors, si on regarde ma séance, comme et vous aurez le document aussi qui sera en lien sur le site d'Adobe. Je vous l'ai mis, je vais vous montrer comment je présente ça en classe. Voilà. Donc, j'ai ma présentation avec mes connaissances qui vont être développées à travers l'activité. Donc, on va revoir un petit peu le fonctionnement de la carte Arduino. Et puis, on va voir le fonctionnement de la différente nature de la logique. Donc, les compétences qu'on travaille à travers. Et ce que je fais en premier aux élèves, c'est réaliser le câblage sur le logiciel de simulation. Une fois qu'ils auront fait le câblage, ils vont programmer la carte, les types de capteurs, et ils vont regarder les grandeurs qui sont envoyées par les capteurs. Je leur donne différents documents. Un document tutoriel de connexion pour aller sur Tinkercad. Un document de réel comment on câble une platine, les différentes entrées sur Arduino, etc. Et puis ensuite, un document d'aide pour programmer. Voilà. Les documents qu'ils ont, et puis le document qu'ils vont devoir, ils mettront juste en évidence les informations qui ont été envoyées. Donc, tous ces documents, j'étais en train de vous le dire, cette page ENT de mon ENT, vous allez la retrouver en copie d'écran sur les liens A4 et vous retrouverez aussi les documents qui accompagnent en format PDF, en format Word, comme ça vous pourrez les modifier. Vous aurez aussi le lien de cette vidéo qui est assez bien faite aussi, qui vous permet de revoir en fait certaines parties. Alors, quand on arrive sur le site de Tinkercad, donc tinkercad.com, on va arriver sur cette page et la première chose qu'on va faire, on va devoir se connecter la première fois. Donc, je clique sur connexion. Vous voyez que
avoir plusieurs solutions possibles. Hein. Là, au départ, ben, il va falloir pour vous rejoindre Tinkercad et créer un compte en bas. Il va être important ici, dans ce deuxième écran, de bien choisir enseignant. Bon, on pourrait créer un compte personnel, mais si vous créez un compte personnel, vous n'aurez pas l'accès pour créer des classes. On a accès à la création de classes que si on se déclare enseignant au départ. Et après, quand on se déclare enseignant, ben, on a exactement les mêmes demandes. Hein. C'est comme quand on se connecte sur tous les sites, on va nous demander notre nom, notre prénom. Là, il nous demande une date de naissance. Vous n'êtes pas obligé de renseigner tout exactement de façon véridique. Mais bon, sachez que le nom que vous mettrez, c'est le nom qui apparaîtra après. Donc, en tant qu'enseignant, bon, c'est pas très gênant de se déclarer en prénom et nom. Voilà. Je suis déjà déclaré, donc je vais passer directement au démarrage. Donc, je vais démarrer avec mon adresse mail. Hein. Donc, j'ai mis mon adresse académique, moi, pour m'identifier. Je vais déclarer en tant qu'enseignant, en tant que ce soit l'adresse académique. Le mot de passe qui va s'enregistrer hein, et on se connecte. Voilà, donc là, en train de charger. Et par défaut, il arrive sur ce qu'on connaît le plus, la conception 3D. Et en fait, c'est un peu pour ça que je n'avais pas trop fait attention. J'avais déjà été sur ce site, hein, mais il faut penser à cliquer sur circuit. Là, on va arriver sur notre page d'accueil avec les circuits qu'on a déjà créés. Et avec le bouton créer un circuit ici. On voit ici en haut qu'on a les différents onglets, dont l'onglet classe hein, qui va être important pour nous pour pouvoir travailler et créer les classes et créer les élèves. Donc je vais créer un circuit en démarrant de façon tout simplement. Je crée un circuit et je vais arriver sur il va charger. On va avoir une page blanche d'un côté et sur le côté on va en fait les différents composants qu'on a besoin d'utiliser. Voilà. Donc, on voit que quand on fait défiler, hein, on va avoir toute une série de composants. Alors, quand on est sur composants de base, ici, on a les composants basiques, hein, tout simple, qu'on utilise le plus souvent, mais on peut l'ouvrir davantage, voir tous les composants, et là, on va avoir une multitude de composants qui va arriver en plus. Hein. Donc ça, la fonction tout va être importante parce que quand j'ai voulu faire un test avec le capteur de distance, en fait, par défaut, il me donne un capteur avec 3 broches. Et comme j'utilisais un capteur avec 4 broches, il fallait que je revienne sur, sur tous les composants au lieu des composants de base. Voilà. Donc, bon, petit détail. Hein. Donc, première chose, je vais mettre en place ma platine d'essai. Je l'attrape et je la fais glisser. Elle va passer de l'autre côté. Voilà. Pardon. Donc, je mets ma platine d'essai. Et quand je vais cliquer dessus, il ne faut pas que je clique sur les plots parce qu'automatiquement, il va vouloir créer un fil. Je vais mettre en place ma carte Arduino. Alors, on n'a pas le choix dans la carte Arduino. Hein. On n'en a qu'une. Hein. D'accord. On va venir. Voilà. En jouant avec la molette, on peut faire des zooms. Hein. Donc là, je vais rétrécir un peu la taille. Quand je clique dessus sur mon composant, en haut, alors, j'ai 2 questions, Gérald. Comment on passe en français et si un composant n'existe pas? Comment on passe en français je crois que par défaut. Ah, mais c'est quand on s'inscrit au début. Quand on crée son compte, il me semble qu'il demande la région.
Bon, d'accord. Bon, bah ça, on verra hors réunion, hors visio, là. Et si un composant Ouais. n'existe pas, ben, j'ai bien peur que... Alors, si un composant n'existe pas, oui, je pense qu'on n'a pas la possibilité de créer, à part de faire une demande au site pour essayer, pour qu'il rajoute pas la réponse. Voilà, donc je vais faire un circuit de base, hein, une LDR, deux résistances et une diode. Donc quand j'attrape ma LDR, je vois qu'elle se déplace et je vais pouvoir la connecter directement sur Spin. Je vois en haut que j'ai une petite définition. Si je veux changer le nom de photorésistance, ça nous servira après dans la liste des composants si je veux leur donner des numéros pour qu'ils soient classés ou pour les référencer par rapport à un document technique qu'on aurait déjà fait. On peut changer le nom ici. Donc, je vais rajouter deux résistances. Donc, ma première résistance que je vais venir connecter dessous. Ici, je vais pouvoir définir la valeur de ma résistance. Donc là, je vais la laisser à 1 kΩ, brancher sur ma LDR. Je vais mettre une diode. Voilà. Quand je suis dessus, ben, je peux changer la couleur si je le désire. Hein. J'ai le choix des couleurs différentes de diodes. Donc pour moi, je vais la laisser en rouge. Et une résistance que je mets en dessous. Cette résistance, je vais changer la valeur. Je vais y mettre une valeur de 220 ohms. Donc, il suffit d'ouvrir. Et là, automatiquement, elle change de couleur à l'écran. Hein. Donc, c'est assez réactif et c'est assez impressionnant. Alors maintenant, je vais faire mon câblage. Donc, j'ai déposé sur la platine de test les différents composants. Vous voyez, ça se fait très rapidement par cliquer et déposer. Hein. Donc, je vais mettre le premier fil. Donc, je vais cliquer sur un plot qui est libre. Vous voyez, quand je clique, automatiquement, ça s'attache. Hein, et je vais le brancher sur la ligne du moins. Et je vais aussi lui donner une couleur noire pour définir que c'est le pôle négatif que j'ai ici. Je vais maintenant connecter le plus de ma LDR. Là, je vais le prendre ici. Et là, le plus, je vais mettre un fil rouge. Voilà. Donc, je vais alimenter comme ça mes deux éléments. Ma diode, c'est le moins que je vais avoir ici. Donc, je vais le connecter en noir. Voilà. Et maintenant, ben, je vais falloir relier mon circuit à ma carte Arduino. Donc, là, dans le document que j'ai donné aux élèves, en fait, j'ai mis différentes petites pastilles sur ma platine de test et je leur dis, ben, plot de pastille de test, on va le brancher sur la sortie A0, par exemple. Au départ, la première fois où ils le font, je les guide comme ça. Donc, on se connecte ici. Vous voyez, donc là, ça se déplace. En fait, quand je reclique, je vais pouvoir orienter mon fil comme je le veux. Je reclique. Ici, je le déplace. Et je clique et je vais me brancher sur mon entrée A0 analogique. Je n'ai pas connecté aussi l'alimentation, donc l'appareil, le plus ici en rouge, la masse, je vais connecter ici en noir. Voilà. Alors ça, hein, je précise Maintenant, que dans toutes tes fiches élèves, tu as ces câblages qui sont indiqués. voilà. Donc là, je vais finir mon câblage pour aller me connecter sur une sortie de l'Arduino. Et je peux revenir dessus si je veux pour changer la couleur. Excuse-moi, je vois qu'il y a une erreur là. Tu as mis deux fils sur la même ligne là. Le noir et le rouge de Arduino.
Ils sont sur la même ligne. Le noir, il va un petit peu plus haut, ouais. Non, ils sont sur la même ligne, là. Le rouge Oui, et le noir de... il doit aller un cran plus haut, il doit aller. Ouais, il doit Là, aller je suis sur au-dessus. Terre, là, je suis sur 5. Ah oui, pardon, ici, oui. Alors, Gérald, on a pété ta présentation. Ouais, J'avais c'est fait, celui-là. Gérald rectifie le tir. Est-ce que c'est que des cartes Est-ce que c'est que la carte Arduino? Je peux répondre pour Gérald. Hein, oui, c'est que la carte Arduino. Ça n'a pas été modélisé sur une autre carte, cette simulation. Donc microbit, non, en tout cas pour le moment. Ouais, et qu'une carte Arduino en plus. Hein. Ouais, la carte Rêve 2, c'est ça? Arduino. La Rêve 3, la pardon. classique, quoi. Ouais. Oui, pardon. Ouais. Donc, on n'a pas le choix dans la liste. En fait, pour leur programmation, ça devait être plus simple. Enfin, mais bon, déjà, ça fonctionne hyper bien, quoi. C'est assez étonnant. Si on ne se trompe pas de fil. Voilà, donc, vous voyez que si on se trompe, on peut revenir dessus autant de fois que l'on veut. Là, le circuit est fini. Donc, le circuit est terminé, mais bon, il ne va pas fonctionner puisque je n'ai pas créé de programme. Maintenant, il va falloir que je programme le fonctionnement en définissant ce que je veux obtenir, hein, les entrées, les sorties, etc. Donc là, je vais cliquer sur Code en haut. Et là, je vais avoir une autre fenêtre qui va apparaître. Alors, vous voyez que par défaut... Je pense que la patte 13 est mal branchée. Et par défaut, aussitôt qu'on met une LED en place dans un circuit, il nous met un code de clignotement de la diode. Définir le voyant LED intégré, élevé, faible. Donc moi, ça ne m'intéresse pas d'avoir ce code directement intégré puisque il ne me fait pas intervenir les entrées et les sorties, donc ça je l'enlève. En fait, on retrouve la même manipulation sur un bloc ou que sur Scratch. Gérald, il y a quelques messages amusés sur le chat. On pense que tu as oublié de connecter une résistance. On voit pas trop comment la LED va s'allumer alors que son résistor n'est pas connecté. Décidément. Voilà, ça va aller mieux comme ça. Ouais. J'aurais vu mon erreur comme ça. Voilà. Ah non. Je fais une bêtise. Bah, en fait, je vais trop vite. C'est pas bon ça. Hop. Supprimer, c'est ça. Échappe. Ça qui vient là. Ah oui, là, tu étais en train de griller Voilà. en direct sans résistor. Voilà. Donc là, c'est bon, ça a marché là. Voilà. J'avais basiquement recopié la même erreur le même câblage qu'en face. Bah là, en même temps, tu es comme un élève, là, tu fais des fautes. Voilà, exactement. Donc, ce qui nous montre aussi, l'avantage, c'est qu'on va revenir autant de fois qu'on veut sur nos circuits. Hein. Si on fait des erreurs, on peut revenir sans tout effacer, sans tout reprendre. Alors maintenant, vous voyez qu'en bas, on a moniteur série. Donc ça va être intéressant parce que ça va nous permettre de voir l'information qui va découler de notre LDR. Donc ça va être intéressant de faire apparaître le moniteur série. Donc ça, on va l'avoir dans nos sorties. Afficher le moniteur série, donc je vais prendre ce bloc. Il va me servir. Je vais lui demander de répéter la lecture de ce bloc un certain nombre de fois, une fois par exemple. Et par contre, maintenant, ce n'est pas Hello World que je veux faire apparaître, mais je veux faire apparaître l'entrée qui est sur la broche analogique. Donc, hop. Je retrouve en fait ce qu'on a l'habitude de voir dans une programmation toute simple d'un bloc. Maintenant, je vais créer la condition pour allumer la diode. Donc, avec un si alors, et ça va me servir des éléments. Donc, sur la sortie, définir la broche. Donc, hop. Je l'ai câblé tout à l'heure sur la broche 12
Donc, je vais prendre la broche 12 ici. Ah mince. Voilà. Je peux dupliquer le lock comme on le fait sur les autres logiciels. Changer la valeur pour que ça clignote un peu plus vite. 0,5 au lieu de 1 seconde. Voilà. Et je le fais glisser ici. Ça va être quand ça va être allumé. Sinon, je vais définir que ma broche est un faible. Voilà. Donc ça, je n'ai pas besoin. On enlève. Maintenant, ma condition. Donc, et hop, mon entrée à 0 qui va définir ma condition. Donc, on va lui dire que si j'ai une entrée qui est par exemple une valeur de 500 envoyée par notre capteur de luminosité, ben, si c'est supérieur à 500, on va avoir la diode qui clignote. Si c'est inférieur à 500, ben, ça sera éteint. Voilà, donc là j'ai fait mon programme. Vous voyez qu'il n'y a pas de réelle difficulté, hein, on retrouve les mêmes blocs qu'on pourrait retrouver dans tous les logiciels de programmation par bloc. Donc en bas, j'ai mon moniteur série, que je peux l'ouvrir ou fermer en cliquant dessus. Hein. Gérald, Je peux effacer quand j'ai... Gérald, j'ai un message, quelqu'un Oui. qui me demande, parce qu'effectivement ça paraît un petit peu lourd, de donner à la fois le programme, le circuit et le circuit à câbler. Comment tu fais avec tes élèves? Tu leur donnes les deux, d'abord ils doivent câbler, puis ensuite faire le programme, ou tu... Voilà, ils vont d'abord câbler. Et alors, le document d'aide, on peut revenir dessus si vous voulez que je vous le remontre. Le document pour câbler, il est là. Donc, je leur donne ce document-là, vous voyez. Alors, ils en ont que la moitié, hein, normalement, hein, puisque là, je fais câbler les deux. Donc, on retrouve le câblage avec les renseignements pour pouvoir se câbler sur les différentes entrées et sorties. Il manque en fait que la partie qui relie la platine à la carte Arduino. Donc ça, c'est pour la première fois, je fais comme ça. Je leur donne les composants qui sont posés, les différents plots. Par exemple, le plot 1, où est-ce qu'il va? Ben, il va sur l'entrée analogique à 0, donc il faut qu'il tire de là pour l'amener à 0. Le 2, ben, il faut qu'il l'amène sur la sortie 13 qui est là-bas, etc. Donc voilà ce que je leur donne comme document d'aide à la suite de tous les éléments. Est-ce que c'est bon, ma réponse? Est-ce que ça convient? Ensuite, pour pouvoir faire ce programme ici, pareil, j'ai donné l'algorithme. Donc, la diode verte va s'allumer pendant 1 seconde, la diode voilà, s'éteint pendant 1 seconde, sinon, et seulement si ça indique la nuit. Donc, j'ai donné un petit programme de base qu'ils doivent transformer pour faire le programme en bloc sur le logiciel. Mais ça, en fait, ça, c'était un travail que je fais en révision ces jours-ci là, avec des élèves de 3e qui ont déjà utilisé la programmation par bloc. Donc, il est assez élémentaire, ce petit programme, enfin, à mon sens. Même si les élèves n'ont jamais été très très loin, là, il y a une condition toute simple de base. Hein. Si on a une valeur qui est supérieure à 500, alors ça va clignoter, sinon ça s'éteint. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, celui-là, il ne pouvait pas l'inventer, je suis d'en haut. Donc celui-là, je l'avais donné dans le tuto hein, au-dessus. Je leur dis, voilà, il faut faire afficher cet élément-là, il faut juste choisir le bon port. Là, je leur demandais de choisir le bon port pour tester le phototransistor. Donc c'était la seule difficulté qu'ils avaient, hein, trouver quelle était la sortie Arduino qu'on devait mettre ici. Tous tes élèves ont un PC chez eux, Gérald? Ouais, ouais. Sur tout notre collège, là, on s'est rendu compte vraiment avec la difficulté. On a une dizaine d'élèves sur 430 qui n'en ont pas. Et alors, comment vous faites avec eux?
Avec eux, on leur donne des documents papier et ils ne peuvent pas faire ce test réellement, quoi. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on reverra quand on sera en cours avec les élèves en présence, pour eux. Voilà, donc une fois que le code est fait, ben, on peut démarrer la simulation. Hein. Donc, quand je vais cliquer sur démarrer la simulation en haut, je vais ouvrir, hein, on va voir que là, notre carte va se brancher automatiquement. Voilà, donc là, on voit qu'on a démarré. Voilà. Le simulateur qui a démarré. Ici, on voit qu'on a une sortie de 6. C'est la valeur de la LDR complètement en repos. Quand je clique dessus, sur ma LDR, je vois un curseur qui va me permettre de faire varier la luminosité. Et donc là, en temps réel, je vois dans mon moniteur série que la valeur va changer. Et quand j'ai dépassé la valeur de 100, je vois d'ici se met à clignoter. Je passe en dessous de la valeur de 500. Voilà, je suis autour de 450. Ma diode ne clignote plus. Donc, vous voyez que c'est relativement simple en termes de programmation. Petite question. Petite question. Oui. Le fil qui vient de l'Arduino, le vert, il est branché, on voit pas bien, c'est tout petit. Il vient de quel c'est quoi comme sortie? C'est 5 volts? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'il y a marqué dessus? C'est 5 volts là. Ici, C'est là, 5 volts au-dessus là. ouais. D'accord. Ouais. Et celui de au-dessus, c'est quoi alors? C'est moins, c'est la Terre. Qu'est-ce que c'est le truc vert là au-dessus? Le fil qui vient de, C'est la patte 13. qui est au-dessus, ouais, C'est celui-là la là. sortie 13 qui va être. Alors, si on regarde le programme, D'accord. la sortie Très bien. 13. Soit est en valeur élevée, donc elle va permettre d'alimenter la diode, soit elle est en valeur basse, donc elle n'alimente pas la diode. Si je la mets en valeur basse, ben, la diode est éteinte. Si je la mets en valeur haute, la diode s'allume. Mais seulement si mon capteur envoie l'information qui va être supérieure à 500. Là, pour l'instant, comme l'information qui est envoyée est 439, cette lecture de luminosité, ben, la diode ne bouge pas. Si je mets une valeur supérieure à 500, on va avoir la diode qui va se mettre à clignoter. Voilà. Donc on peut faire varier le clignotement de la diode, on peut changer la couleur de la diode, et on peut tester comme ça plusieurs types de capteurs. Hein. Si on met un phototransistor, qui lui va rentrer sur une roche numérique, ici dans le moniteur série, on aura ou une valeur de 0 ou une valeur de 1. Et donc on pourra faire un rappel de la notion d'information logique ou de l'information analogique. Et c'est ce que je mets en place dans le document le document qui est ici, où j'ai mis une photorésistor, un phototransistor, une diode qui va clignoter grâce à la photorésistance, ou la verte qui va clignoter face au phototransistor qui est au-dessus, avec des valeurs qui sont différentes. Voilà. Alors, Gérald, là, je m'interromps un tout petit peu. Donc là, j'ai peut-être loupé un épisode parce que j'ai dû ouvrir la porte, je suis pas au bureau. On demande si ça peut fonctionner aussi sur tablette. Les élèves ont-ils un compte Thinkercad? Ça, tu avais dû répondre au début parce que c'est toi qui as un compte et puis c'est le compte aux élèves. Là, j'ai répondu pour toi. Alors, ça, je veux voir comment ils se connectent les élèves. D'accord. Alors, sur tablette, je pense. En fait, si on se met en mode PC sur une tablette, c'est comme ces lignes. Alors, ça ne fonctionne pas sous Android, hein. Ça fonctionne sur tous les navigateurs. Là, sur Chrome, mais je l'utilise aussi avec Firefox. Donc, peu importe, si je prends une tablette et que je me connecte sur le site
simulcad.com, bah, ça va fonctionner, hein, il n'y a pas de raison. Oui, il y a David Thibault qui visiblement connaît un peu le truc, qui met un chat en disant ça fonctionne bien sur portable et tablette, mais plus compliqué à manipuler. Peut-on créer des Ah bah oui, parce que sous-programmes? en fait, le glisser-déposer avec les doigts, ça risque d'être moins évident, quoi. Il Ouais, faudrait brancher une souris dessus pour venir piloter un peu notre tablette. Ouais. d'accord, ok. Peut-on créer des sous-programmes comme dans ArduBlock Edu? Et ben, là, on voit on a deux programmes. Enfin, on, ça va pas hyper loin hein, au niveau des blocs. Vous avez vu, c'est assez limité. Hein. Donc, on peut faire fonctionner deux programmes à la fois. Je peux avoir cette condition ici et une autre condition à côté pour tester la broche numérique. Mais pour renvoyer d'un bloc vers un autre, vers un sous-programme, c'est un peu plus délicat, je pense. Je n'ai pas Est-ce été aussi loin, moi, avec. est-ce Mais qu'il y a un parce pire que, dans la en liste fait, des composants? Question. est-ce que Ah, il y a un pire dans la liste des composants. je vois pas la réponse là. Bon, Moi, je suis resté que sur des applications hyper simples avec les élèves. Après, en fouillant, je pense qu'on peut aller très loin parce qu'il y a quand même une sacrée quantité de composants qui sont disponibles. Hein. bon, de toute façon, tout le monde peut télécharger librement cette appli et puis aller fouiller un peu, voir les possibilités là. Non, en fait, il n'y a rien à télécharger parce que c'est Oui, oui, c'est en directement en ligne. ligne. Pardon, ouais, pardon, excuse-moi. Oui. Tout le monde peut créer un compte, se connecter et jouer avec. Voilà. Voilà. L'idée cet après-midi, c'était pas un cours sur voilà en détail, c'était simplement montrer voilà les possibilités de Tinkercad qu'on peut faire, que Gérald nous montre ce qu'il fait avec ses élèves. Là, c'est du concret, quoi. Après, évidemment, c'est comme tous les kilomètres, il faut un petit peu, je suppose, un petit peu s'y mettre, de travailler avec, et puis découvrir un peu par soi-même. Les tutos sont bien faits, Gérald, disponibles sur Internet. Il y a une vidéo que j'ai mis en lien qui est hyper bien faite, qui permet de revoir les manipulations de base, hein, que je mets en lien aussi pour les élèves s'ils veulent aller voir. Donc, euh, la manipulation, en fait, pour les élèves, la manipulation ne pose pas de problème. Le câblage, pour eux, même de nouveaux câblages, j'ai vu les élèves qui ont essayé de faire de nouveaux câblages, ils les font. Des fois, ils se trompent un peu dans les connexions, comme j'ai pu faire tout à l'heure. Ce qui les gêne davantage, c'est la programmation. Là, c'est un petit peu plus délicat pour eux. Mais la partie câblage, prendre le composant, le glisser, le déposer, ça, pour eux, c'est hyper simple. Ça ne les gêne pas du tout, même les élèves qui sont en difficulté. Voilà. C'est plus après faire la liaison entre le câblage et la programmation. Pour certains, il y a une petite abstraction entre les deux, bien comprendre que c'est la programmation qui va faire agir la diode de telle ou telle façon. Ça, c'est ce qui va être la partie peut-être un petit peu la plus délicate pour eux. Mais si on reste sur une programmation hyper simple comme je viens de faire, un élève de troisième doit être capable de faire ça normalement sans grosse difficulté. Alors, le temps que tu parles, il y a plein de questions qui arrivent sur le chat. Le tutoriel 01, le 01 tutoriel de connexion n'est pas parmi les documents fournis par courriel. Alors ça, si tu me l'as fourni, je verrai. Puis, bon, voilà. Alors, il porte peut-être pas le numéro 01, mais j'ai vérifié tout à l'heure, tous les documents sont dedans. Bon, Dans le lien. Alors, il y a quelqu'un qui m'a déjà posé la question et j'ai renvoyé le lien. Donc, j'ai vérifié le lien et tous les documents que j'ai montrés tout à l'heure sur mon site sont bien présents dans le zip quand on le télécharge. d'accord. Tu parles de ce qu'on télécharge sur A4. Oui, voilà. D'accord, ok, oui, ok. Oui, alors ceux qui n'ont pas le lien, vous pouvez nous le redemander parce qu'évidemment, comme c'est pas un produit qu'on vend, donc c'est un peu difficile à trouver sur notre site. Il est au milieu du wiki. Voilà. Comment on arrive au menu moniteur série? Question de Béatrice. Je sais pas si tu as répondu déjà à ça. Parce que là, j'ai beaucoup de retard sur le chat. Ah, en bas. Donc, quand je suis dans le code, ici, le moniteur série, il est en bas de l'écran. D'accord. On a juste à cliquer dessus et il s'ouvre. Et il n'y a pas de fonction répétée indéfiniment? Si? Et bien, en fait, là, j'ai mis. Non, il n'y a pas la fonction répétée indéfiniment, donc j'ai mis 10 fois. Et en fait, on voit qu'on peut le faire afficher avec une nouvelle ligne, donc ça se met en dessous.
l'un de l'autre. Sinon, si c'est pas avec, c'est sans, et ça se met côte à côte. Quand ça arrive au bout de la ligne, ça redescend, etc. Mais le faire avec, Pourra-t-on je parler le trouve un peu plus pratique. pourra-t-on parler de exporter, partager? Alors ça, moi, je comprends pas la question. Quand on est sur la partie exportée, je vais regarder. Exporter, partager. Il exporte en BRD, donc c'est un format qui est lu par Autodesk. Hein, donc c'est les formats qu'on va retrouver dans la création de circuits. Il y a un logiciel qui permet de le récupérer. J'ai fait un manip hier, c'est lourd, c'est sans intérêt par rapport à ce qu'on voit là. Par contre, le document qui est là peut être partagé. On va cliquer ici sur partager. Donc on peut avoir une copie d'écran ici. Donc là, ça va me faire une copie d'écran de ce que j'ai. Je ne sais pas où ça m'a mis. Oui, je l'ai là. Alors pendant que tu patouilles, il y a Mustapha qui demande quel courriel. À chaque fois que vous vous inscrivez sur une visio en passant par notre site A4, on vous envoie un courriel avec les éléments. Si vous ne l'avez pas reçu, vous redemandez sur techno@a4.fr. Si je peux me permettre, dans ton programme, là, si tu retires la boucle répétée 10 fois, en fait, par défaut, ça va être à l'infini. Donc là, si tu retires ta boucle répétée 10 fois et que tu laisses juste le bloc tout seul, en fait, ça va se répéter à l'infini, tu vas le voir sur le moniteur CR. C'est pour ça qu'il n'y a pas de boucle répétée indéfiniment, c'est parce qu'elle est effective par défaut. Si on, lui, il va fonctionner même sans. Le bloc va. Alors, je suis un peu surpris, mais si je mets le bloc tout seul comme ça. Si, ça fonctionne. Alors, si je fais ça. Oui, ça fonctionne quand même, ouais, c'est étonnant. Ça ne me paraît pas très logique. Il y a une en fait, question. par défaut, en répétant indéfiniment, les variables vont être exclues en fait, de la boucle, en fait, par exemple. Il y a une question de Guillaume 5 sur la RGPD. Tu peux, Gérald, on avait évoqué ça parce que c'est vrai qu'on demande à des élèves d'utiliser chez eux des applis. Donc, qu'est-ce que tu peux dire sur ça? Donc là, on va le voir maintenant. Hein. D'accord. Donc là, maintenant, on a fait notre montage, on l'a testé, on a pu voir le résultat. Je vais cliquer en haut sur le logo et on va revenir sur la page. Parce qu'en fait, dans cette appli, elle est en ligne, donc les élèves ne téléchargent rien, n'installent rien sur leur ordinateur. Non. Et toi, le prof, donc là, tu crées une classe et tu donnes à chacun un identifiant anonyme à chaque élève, et l'élève va se connecter sur la plateforme avec un identifiant anonyme. Et c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Là. Donc là, le fichier, enfin le circuit que je viens de faire, il est là. J'ai ma molette d'options où je peux, avec les propriétés, le renommer. Je peux le laisser privé ou je peux le mettre en public. Donc si c'est en public, tout le monde pourra le voir. Et il suffira que je le cherche avec le nom que j'aurais mis et les gens le trouveront. Sinon, si je le laissais qu'en privé, je donnerai dans le partage le lien pour que les gens puissent aller le voir. Quand je crée ma classe, maintenant, on va revenir on arrive à cette question là sur la confidentialité des données. Donc, quand je crée ma classe, je vais vous créer une classe factice. Hein, donc, on arrive. Alors, cet onglet classe, je vous rappelle, on ne l'a que si on s'est inscrit comme enseignant. Si on s'est inscrit en anonyme, on n'aura pas l'onglet classe. Donc, je clique créer une classe. Je vais par exemple mettre 305 ici. Je vais définir un niveau, mais bon, ça n'a pas franchement d'importance. Et le thème, technologie. Voilà. Donc là, c'est créé. Je n'ai pas d'étudiants dans ma classe. Maintenant, quand je vais sur ma classe, il faut que j'ajoute mes étudiants ici. Donc, on a plusieurs solutions. Soit on va les rentrer un par un, sinon on va un copier-coller d'une liste. Alors, au niveau de la confidentialité,
si je regarde ce que j'ai fait sur les classes que j'ai créées, si je vais sur la classe de 301, quand j'ai créé mes classes, j'ai nommé les classes, chaque élève 301, et j'ai mis en place, quand j'ai récupéré ma liste d'élèves, je n'ai gardé que les 3 premières lettres de leur nom de famille. Donc l'élève, il s'appelle 301 Del, l'autre 301 Faux, 301 DAC, et c'est le seul élément qui fait un lien avec l'élève. En fait, donc, Et quand l'élève va se... ils peuvent se reconnaître s'ils se connaissent déjà entre eux, voilà. Voilà, Maintenant, un élève, lui... tu pourrais très bien leur attribuer leur demander une liste avec chacun un pseudo qu'ils inventent, ou voilà, tu peux faire ce que tu veux. Je pourrais aussi, parce que ici, vous voyez que là, j'ai le nom de l'étudiant. Ici, je vais avoir le pseudo qui est créé. Je peux revenir dessus si je veux, le modifier à loisir. Donc là, j'ai gardé exactement la même chose, hein, 301 et les 3 premières lettres de son nom de famille. Ce qui m'a permis, moi, de ne pas être obligé d'envoyer à chaque élève son pseudo. Je ne lui ai donné que le code de la classe, ici. Quand je crée une classe, j'ai un code qui va être défini pour les 301, par exemple. Voilà le code de la classe de 301. Et je vais donner que ce code de classe. Il aura besoin que de ça pour se connecter, l'élève. On va le faire, on va aller se connecter en tant qu'élève, là, maintenant. Alors moi, ce que j'ai fait, j'ai récupéré les codes de Pronote avec les dates de naissance. Et avec un fichier Excel, on peut importer toute la liste directement. Et ça fait que c'est vraiment personnalisé et non pas 301 Dell, c'est marqué. Ah oui, ouais, effectivement. Donc voilà, j'ai mis le petit tuto en ligne que j'ai fait sur YouTube, là, dans le chat. Après, voilà. Donc c'est moi qui l'ai fait, en prenez ce que vous en voulez. Si tu fais ça au niveau RGPD, t'es très loin d'être légal. Hein. Oui, 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 voilà. C'est pour ça que moi, en fait, j'ai fait hyper simple. L'élève, lui, en fait, dans l'idéal, il faudrait que nous, on a le GAR là, qui protège les données. Dans l'idéal, il faudrait que ce site en ligne soit rattaché au GAR et que directement de notre ONT, on puisse basculer de l'autre côté. Ce qui n'est pas prévu, hein, ce qui n'est pas le cas. Mais en tant qu'élève, là, on va voir que si on se connecte, maintenant, je vais me déconnecter du système. Donc, quand vous sortez, il ne faut pas oublier de vous déconnecter parce que sinon, vous allez revenir directement sur votre compte à vous. Donc, on se déconnecte. Je vais rentrer en temps. Donc là, je reviens sur la même page d'accueil, connexion. Et quand vous rejoignez une classe, donc là, j'ai besoin du code de la classe, ce que j'avais tout à l'heure. Donc, je vais récupérer ce code de classe que je colle ici. Accéder à ma classe et le pseudo. Donc là, je vais prendre le pseudo qui m'a servi de test. Voilà, 301, hop. Et voilà. Et c'est tout, vous voyez que quand il se connecte, il ne crée pas de compte. Ouais, c'est vrai que quand tes élèves... Il a besoin d'un code de classe, il a besoin d'un pseudo ou qu'il a créé ou qu'on lui donne à créer. Ouais. Donc moi, dans mon tuto, j'ai dit, ben, tu prends le nom de ta classe, tu prends les 3 premières lettres de ton nom de famille, ça c'est ton pseudo, et tu te connectes avec ça. D'accord. Donc et il arrive sur la même page d'accueil que... Les copains peuvent pirater le compte d'un autre élève parce qu'ils connaissent la formule, quoi. Bon, voilà. D'un autre élève. Après, avec la date de naissance, c'est compliqué, quoi. Ouais, enfin bon, après, oui, voilà. Oui, bon, après, vous faites ce que vous voulez, hein. Vous pouvez très bien sortir un listing, chacun met anonymement voilà. disons que secret, et puis après tu répètes ça, quoi. Bon, voilà. Et donc ils peuvent pas se connaître. Si je les avais eus en présentiel, j'aurais pu donner un pseudo particulier à chacun en éditant un document. Mais là, comme j'ai fait le tuto en ligne et que j'avais pas envie d'envoyer autant de messages que de pseudos, j'ai pris cette formule-là qui était relativement simple. En fait, la seule chose que la plateforme peut connaître, c'est qu'un ordinateur à un moment s'est connecté à une classe donnée avec un pseudo donné. Bon, voilà. Voilà, c'est tout. Ouais. Il peut y avoir chez Tinkercad.
Après, comme tous les sites, le site peut très bien rentrer dans l'ordinateur, aller chercher, je sais pas moi, mais je sais pas s'ils ont un réel intérêt. Par contre, sur le site, si l'élève se connecte avec un compte à lui, quand il va se déclarer, s'il ne ment pas, hein, s'il déclare sa date de naissance, il faudra qu'il déclare aussi une adresse mail des parents qui recevront un message pour autoriser leur enfant à utiliser le site. Et quand Voilà. quand tu crées ta classe, en fait, tu peux générer un identifiant à partir des prénoms comme tu as mis, par exemple, et générer 4 chiffres aléatoires derrière l'identifiant. Et comme ça, ils n'ont pas tous accès au compte des autres, hein. Oui, oui, ben, il y aurait d'autres solutions, hein, mais comme je l'ai fait en ligne Ouais, là, c'est pour ce automatique, hein, c'est automatique quand tu copies ta liste, en fait, dans la classe. oui, 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 il y a un code qui se génère automatiquement à côté, je l'ai vu. Ouais. Mais ce qui m'imposait d'envoyer à chaque élève son pseudo, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait moi. Ouais, mais on peut les modifier en mettant ce qu'on veut derrière, quoi. Soit leur date de naissance, parce que vu qu'on les connaît, la date de naissance, elles sont pas connues par les autres, quoi. Le prof peut-il distribuer des schémas à compléter par les élèves? En fait, le schéma, je l'ai donné sous forme de copie d'écran. Non, on ne peut pas leur donner un travail, ou alors il faudrait que tout le monde se connecte sur le même document et à chaque fois qu'il l'enregistre, il change le nom, quoi. Donc ça va être quelque chose un peu compliqué. Mais les ENT ne peuvent pas fournir ça? Parce qu'en fait, on peut donner un lien de partage, mais ce lien de partage, l'élève, lui, il n'y a que celui qui a créé son compte qui va pouvoir le copier sur son compte. L'élève, là, il ne vient qu'en visiteur sur le site, donc il ne peut être qu'en création. Il ne peut pas être en modification de dessin. Quand j'ai essayé de le faire, c'est ce que j'ai constaté. Alors peut-être que d'autres ont vu autrement, mais moi, c'est pour ça que j'ai fait la copie d'écran image en montrant le câblage, en leur donnant des explications pour câbler. Mais je vous ai dit, la partie câblage, c'est la partie la plus simple pour les élèves. C'est pas ça qui leur pose problème. Ce Ouais, qui leur d'accord. pose problème, c'est plus Donc la ça veut dire partie que programmation. tu peux pas donner une plaquette déjà toute câblée, il faut qu'ils la câblent eux-mêmes. Ouais. Non. Ça, c'est peut-être à creuser, ce truc. Sauf si c'est un circuit qui est dans le domaine public. À ce moment-là, euh, ils vont dans la galerie, ici, D'accord. et dans la galerie, alors il faut donner un nom en disant, dans la galerie, tu vas chercher tel circuit. Générer un lien, hein, Parce que là, dans ce que tu publies. oui, voilà. Et à ce moment-là, à partir du moment où on le met en public, il va pouvoir le récupérer. Mais si on reste en privé sur un exercice, il ne l'a pas. Parce que là, je peux récupérer celui-là, le document, et l'éditer et le compléter. Et là, je suis en format élève. Donc là, aujourd'hui, tu es en téléenseignement. Est-ce que les élèves ont découvert Thinkercad depuis chez eux ou alors avant de rentrer chez eux, ils étaient déjà un petit peu formés à l'utilisation Non, les élèves l'ont découvert chez eux, là. et ça marche. C'est parce que j'en ai besoin dans ce confinement que j'ai utilisé l'application. Euh, Avant, je ne l'avais pas utilisé. Et là, j'ai de travail à faire à un certain nombre d'élèves. Ils sont en cours de cours. Alors, ah oui, ils n'avaient pas montré ça. Et je ferais que je Là, revienne. ça lag un peu dans le micro. Je peux pas, c'est difficile de vérifier les gens un par un, mais s'il vous plaît, fermez les micros quand vous ne les utilisez pas. Une chose que je oubliais de vous montrer, je vais revenir en mode de vous montrer. Voilà, regarde, vous voyez, là, je suis revenu sur une classe. Le travail est en cours, je l'aurais donné la semaine. Donc, on voit que j'ai un certain nombre d'élèves qui ont déjà commencé à réaliser le travail, et les autres ne l'ont pas fait. On le voit en se servant des élèves qui sont activés en bleu, foncé ou grisé.
Et donc, quand on va sur les différents élèves, alors certains ont à peine commencé, d'autres l'ont assez bien fait. Hein, donc, celui-là, je le connais, c'est un élève qui se débrouille bien. Si je le suis, on peut trouver ce schéma de ce qui a été fait. Je vais revenir sur un autre qui ne se débrouille pas bien, on verrait. Donc là, on arrive sur production et on arrive sur le circuit qui a été réalisé, qui est là. Donc quand je clique dessus, je vais pouvoir voir ce qu'il a fait. Je peux le simuler sans le copier dans mon espace. Si je fais copier-éditer, ce fichier-là va se retrouver dans le mien. Voilà. Voilà. Donc, ce qui permet de voir comme ça sur chaque classe, hein, l'avant des travaux de chaque classe, ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait. Là, il y en a un peu plus qui ont travaillé, donc c'est 301. Voilà, j'ai à peu près fait le tour en fait de toutes les informations hein, que je voulais vous montrer. Vous avez vu que en fait, c'est un logiciel qui ne demande pas de grandes compétences de prise en main. Hein. On le prend très vite en main. Et encore une fois, les messages que j'ai eus des élèves, c'est j'ai fait mon circuit, il a l'air d'être bon, mais quand je le simule, ça ne fonctionne pas. Là, parce qu'en fait, ils ont oublié que pour simuler, il fallait programmer. Et donc, quand je leur dis il faut programmer, donc ils reviennent dessus et ils font la programmation et à ce moment-là, ils arrivent à le faire fonctionner. Parce qu'ils n'ont pas ce réflexe automatique de se dire bon, ben, le circuit est fait, pour eux, ça devrait fonctionner tout seul. Alors que bon, il faut derrière qu'il y ait une programmation. On peut ranger après, on peut créer des projets. Et les projets, c'est des sortes de dossiers en fait, dans lesquels on va pouvoir ranger nos documents. Voilà. Quand on veut le partager, on a un lien et ce lien, on peut l'envoyer à quelqu'un qui va l'ouvrir si on le laisse dans le domaine privé. Et si dans le domaine public, il l'ouvrira, il pourra le copier aussi sur son espace personnel à lui. Voilà, je pense avoir fait un peu le tour de la présentation. Je peux répondre à d'autres questions dans la limite de mes moyens. Oui, le tuto vidéo SVP, mais ça c'est dans les documents qu'on vous a envoyés. Si vous êtes inscrit. Alors, le tuto vidéo sur l'image qui est la copie d'écran de mon ENT, vous avez le lien pour aller sur une vidéo qui est sur YouTube, qui fonctionne très bien. Ce lien, il était sorti aussi dans les listes de diffusion de technologie. Hein. C'est comme ça que je l'avais récupéré la première fois. Mais si jamais vous n'arrivez pas à le trouver, vous avez mon adresse et je vous redonnerai le lien, c'est pas un problème. Mais il est écrit sur le document, hein. Donc vous pourrez le trouver.